Donc l'idée est de s'intéresser à l'imagerie kinesthésique, qui est énormément utilisée dans le cadre de l'utilisation dans le domaine du sport. Et la première idée est de se mettre dans une logique éducative. Aujourd'hui, j'essaie de développer au maximum ce que j'appelle l'éducation mentale. C'est au-delà du haut niveau et de la performance et de toutes les applications que l'on met en place avec le sportif de haut niveau, être dans une logique de construction. Alors parfois, il nous arrive également avec des sportifs experts de revenir aux bases de cette construction, mais dans une logique éducative, la première chose, c'est vraiment de s'appuyer sur la sensation. La sensation, en fait, elle fait écho avec ce qu'avait dit Fred tout à l'heure aussi sur les habiletés motrices, sur les bases de tout ce qui va être notre support également en préparation physique. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dès le plus jeune âge, amener les enfants, là c'était une expérience en moyenne section maternelle, sur la conscience du corps. Un exemple significatif, c'est la conscience de l'expiration. D'accord ? Il y a un exercice très intéressant, le petit exercice de la plume. On l'a eu fait également avec le petit pois à la cantine. C'est le même principe, cette capacité à associer cette expiration à un moment de récupération. Donc chaque fois que je travaillais avec ces petits gamins, sur le plan d'intervention plutôt en éducation physique, puisque tout en suivant mes études de psychologie, j'étais éducateur sportif en école primaire, on travaillait sur cette prise de conscience que l'on associait immédiatement à la notion de plume. Et une gamine que j'ai croisée ensuite, 10 ans plus tard, elle m'a dit « Oh monsieur, la plume, je le fais encore ». Donc cet ancrage, en fait, avait été intéressant et c'est une victoire quand on a ces petits retours. Donc le but, c'est d'associer, en fait, là on le voit avec la respiration, mais avec toutes les habiletés motrices, développer le schéma corporel pour retenir mentalement la sensation que provoque l'expiration. Le deuxième niveau, c'est la conscience du mouvement. Cette capacité à intégrer ces sensations. Donc là, ça remonte parce que j'étais encore étudiant en psycho quand j'avais mené cette petite étude à travers la conscience, la représentation du corps. Je m'étais appuyé sur les travaux d'Antoine de la Garandrie pour travailler sur la représentation. L'idée était de construire une représentation corporelle à travers le mouvement et non pas une représentation basée sur un repère visuel ou des planches qu'aurait donné un instituteur. Ce premier dessin, qui précédait un cycle de 6 séances de motricité associée à une prise de conscience de la sensation, nous montre bien, si on regarde le bras, que la représentation n'est pas kinesthésique. Il suffit simplement de lui faire quelques mouvements de flexion pour faire évoluer, au bout de 6 semaines, son dessin, sans qu'il soit averti qu'il sera réévalué, mais on s'aperçoit qu'il a pris conscience, au-delà du squelette, de toute cette vie intérieure, musculaire également. Un autre exemple plus significatif, là on tombe sur un dessin qu'avait identifié de la Garandrie, qui est la représentation sac d'os, qui correspond, je passe vite sur l'étude, mais qui correspond en fait à une représentation mentale d'un enfant de moyenne section. Ces dessins sont des dessins d'enfants de 9-10 ans. D'accord ? Donc cette représentation n'est pas non plus une représentation pathologique et peut être remise dans l'ordre. Il a remis les cousteilles à l'ordre à travers une prise de conscience, parfois basée sur le toucher, parfois basée sur des situations où il va s'enrouler et prendre conscience de la colonne vertébrale. Voilà, donc ça c'est le deuxième, je dirais, chantier, prendre conscience de son corps à travers le mouvement. Ensuite, pour construire cette imagerie kinesthésique, on va s'appuyer sur des mimes. Là, je vais montrer des exemples avec ma période à Marcoussis, avec l'équipe, le pôle France Rugby, où on avait travaillé pas mal sur cette représentation mentale, sur le mime partiel et sur le mime total, parce que le petit document reprend les deux exemples. Voilà, là tu serres, voilà, c'est bon ?
fait un serrage, mais mentalement. Sur cette séquence-là, on a mis en scène un exercice vraiment de mime technique suivi d'un exercice de musculation, mais dans l'idéal, c'est que lors de chaque séance de musculation, le joueur se mette dans cet état d'esprit. Je travaille à la fois mon corps, mais je travaille surtout des représentations mentales qui vont me servir dans la préparation de mon match. Donc je vais vous demander de retenir dans la série de sensations que vous avez vécues les meilleures. Chacun vous recherchez la meilleure sensation. C'est le premier exercice. Vous la retenez pour l'associer à cette activité. Allez, on ferme les yeux. C'est vrai que c'est un travail qui va demander du temps. Par contre, notre but, c'est de leur montrer déjà l'aboutissement. Ce que ce travail va pouvoir amener dans leur progression. Maintenant, ce travail sera repris tous les jours sur le terrain par rapport à un travail technique, en musculation par rapport également à ce renforcement. La prise de conscience se fait aujourd'hui, mais le travail va s'étaler sur toute l'année. Donc là, on avait commencé ça en 2006, donc ça remonte quand même. Hein. Et l'idée était vraiment, on l'a vu, sur des gestes à la fois partiels, être capable d'associer par exemple le développé couché à la notion de raffut. Déjà pour faire un lien direct entre l'intention de ce travail de musculation. On avait d'ailleurs imaginé et aménagé une fois par semaine une séance de muscu et sur chaque atelier il y avait le nom d'un geste technique pour vraiment établir ce transfert. Et ensuite bien sûr par rapport à la construction de cette image kinesthésique, tout ce travail de mémorisation qui va suivre l'exercice. Et c'est le meilleur moment pour le faire, parce que l'exercice nous a permis de ressentir, et c'est le moment d'intégrer. Alors bien sûr, il est important que le spécialiste et l'entraîneur soient là pour qu'il valide les bonnes attitudes. Parce qu'il est évident que si on intègre des mauvaises attitudes, on va retenir de mauvaises sensations. Donc tout ce côté vraiment construction est toujours validé par le spécialiste, l'entraîneur ou le préparateur physique. Et on en arrive ensuite à la représentation mentale complète du geste, qu'on va illustrer à travers une deuxième vidéo. Nous allons profiter de ce moment d'apaisement pour revenir mentalement sur la séquence d'entraînement. On se resitue dans cette organisation, dans le but de gagner le duel, dans le but de traverser l'adversaire. C'est une séance d'entraînement ordinaire pour les jeunes du centre de formation du Castre Olympique. Le thème du jour, le plaquage. Voilà, donc là on est sur une phase de mémorisation après la séance. Je rentrerai dans le détail avec un exemple concret pour vous dire ce qu'on met dans le contenu de cette séance, parce que là ça reste encore très général, mais il est évident qu'entre le fait de dire « allez, on imagine un bon plaquage » et de construire, comme on le va voir tout à l'heure, des fiches très précises qui vont nous servir de support, ça va quand même changer en termes d'efficacité. Le moyen le plus efficace, dans un premier temps, pour construire cette imagerie, c'est l'entraînement mental intégré par séquence, ou après chaque séquence, un effort de mémorisation. Donc, dans mes types de fonctionnement avec les clubs ou les fédés, j'ai souvent des interventions mensuelles. Donc quand je viens sur la structure, on va prendre le temps et c'est moi qui vais aller sur le terrain pour mener ce type d'intégration. Mais le but, bien sûr, comme l'a dit Julie tout à l'heure, c'est que les entraîneurs s'approprient tout ça dans un premier temps, soient capables également, eux, de valider et de faire retenir tout ça pour qu'ensuite le sportif, entre deux séquences, puisse se l'approprier et le faire lui-même. Mais c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Ensuite, il est important également de marquer toujours cette phase de récupération. Et l'idée est également de prendre conscience de ces moments de récupération et d'ancrer également des sensations susceptibles, en situation de compétition également, de nous servir de support, peut-être même de déclencheur. D'accord ? Ensuite, peut-être qu'Aymeric nous donnera encore plus de précision sur tout ce qui est récupération en pleine conscience. Alors une fois qu'on a construit, là on l'a construit un peu rapidement, mais une fois qu'on a construit cette pyramide, l'idée c'est de l'utiliser.
Donc on va l'utiliser de deux façons. Une imagerie qui va nous permettre d'améliorer, peut-être même d'accélérer les apprentissages. Donc on va associer imagerie à développement. Et une imagerie qui va nous permettre de mieux nous préparer avec des nuances importantes. Cette fois, une imagerie plus de performance. La clé par rapport à tout ça, c'est la mise en place d'une fiche réflexe. Des repères qui vont être soit visuels, soit auditifs. Dans certaines disciplines, les repères sont kinesthésiques, si on prend la mêlée en rugby par exemple. Ces repères, en situation de compétition, sont associés à des intentions. Dans la stratégie d'imagerie de performance, dans cette colonne, on mettra des mots-clés. On n'aura qu'un seul mot. Dans une stratégie de développement, on va mettre plusieurs intentions pour s'approprier, en fait, la démarche. L'entraîneur, en permanence, il est là-dessus. En permanence, il donne des consignes entre ce que tu dois observer et ce que tu dois faire. Et ce qui va faire la force de la démarche mentale, c'est de rajouter, dans tout l'aspect moteur du geste, toute la représentation mentale qui part, encore une fois, de la sensation au ressenti global. Pour être concret, je vais développer une imagerie que l'on avait mis en place il y a quelques années, en 2016, avec l'équipe de France de rugby féminin, par rapport à des situations de plaquage et des attitudes de la joueur plaquée. Donc là, on se met bien dans une dynamique d'apprentissage. Tout à l'heure, on a parlé du haut niveau du 15 de France, en disant on prend que des joueurs qui ont le niveau, et on n'est pas là pour apprendre. Ça a peut-être évolué, mais en 2016, les filles qui rentraient dans le contexte international, elles étaient encore en développement. D'accord ? Donc dans cette logique-là, on n'est pas dans une préparation, dans un premier temps, de compétition. Donc l'idée, c'est d'avoir des alliés. Et le premier allié, c'était un arbitre. Donc sur cette période-là, c'était Salem Atala qui était avec nous. Et la première chose, ça a été de lui demander, toi, en tant qu'arbitre, qu'est-ce que tu attends de la joueuse ? Donc là, la joueuse, elle découvrait un peu. Et finalement, c'était intéressant de partir sur le décideur. Et le décideur, c'est l'arbitre. À partir de là, je vais l'envoyer, il y a d'abord une vidéo. Je vais vous montrer en fait ce qui était demandé chez les filles, et ça va vraiment être flagrant sur cette image. Donc là, on a la joueuse qui va au sol. Immédiatement, hop, c'est passé vite. La joueuse, je le décris, après vous allez voir. Gaëlle Hermé, qui est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France, en fait, elle va gratter. Elle est déséquilibrée. Donc déséquilibrée, éliminée. D'accord ? Si elle reste là, faute. Donc le but, et on va le voir dans la fiche tout à l'heure, c'était d'être quand même utile. Et comment tu vas être utile ? En mobilisant des adversaires. Et si vous regardez à nouveau maintenant avec ces explications les images, elle ne touche pas le ballon, mais elle mobilise 3 adversaires debout, une qui est au sol. Il y a une Française, 4 Anglaises. Donc, par rapport au rapport qualité-prix de tout à l'heure, il est parti, on est bien. Donc je vous repasse la séquence de Gaëlle. Donc elle va gratter, hop, déséquilibre, et là, 1, 2, 3 filles qui sont mobilisées. D'accord ? Donc l'idée, c'était quoi ? C'était de décrire tout ça. Et la description, c'est le plus long. Rencontrer l'entraîneur, lui dire il va falloir réfléchir pour formaliser tout ça. D'accord ? Les entraîneurs, eh bien, ils sont souvent des hommes de terrain, ils n'aiment pas trop formaliser. Mais quand ils en ont pris conscience, après, ils sont vraiment dans cette logique. Donc après, il y a plusieurs stratégies. On peut également, sur d'autres thèmes,
lancer la réflexion, une réflexion participative, et construire ces fiches avec les athlètes. Là, dans ce cadre-là, c'était l'entraîneur qui a, les entraîneurs, le staff, qu'on construit. 3 temps, quand je mets l'adversaire au sol, quand je suis au sol, et ensuite la capacité à se relever. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on apprend. On va d'abord apprendre à identifier quelles sont les infos que je dois prendre quand je suis plaqueuse. Ensuite, on fait la liste de tout ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la 3e colonne, il faut la développer. Parce que les filles, elles ne le maîtrisent pas encore. Donc là, on va être allié avec le préparateur physique et l'entraîneur. Donc j'ai fait un montage pour raccourcir un peu tout ça et vous montrer comment on va mettre du contenu kinesthésique dans cette 3e colonne, avec des éducatifs, là qui appartiennent au préparateur physique. Notamment sur du gainage. Et ensuite, l'entraîneur qui, lui, reprend également toutes ses attitudes au sol et fait travailler les filles. C'est progressif, et là je l'ai vraiment accéléré jusqu'à la situation véritablement de ruck avec l'attitude des filles au-dessus du ballon. Donc l'idée ici, c'est d'abord, entre chaque séquence, venir mémoriser, retenir les bonnes attitudes. On est dans cette construction. Ça, on ne va pas y penser pendant le match. Il faut que ce soit automatisé. Donc il y a tout un travail de construction. Et ensuite, ce qui va ramener encore un plus à la démarche, c'est que l'entraîneur, il a fait le job. Et je construis une séance de répétition mentale avec du contenu. Et encore une fois, ce n'est pas le contenu. Oh les filles, vous imaginez, on va plaquer, on va les défoncer. Non, les filles, on prend le temps de se mettre dans cette situation. Si on est dans ce cas, quelle est notre intention? Qu'est-ce qu'on ressent? D'accord? Et là, on est dans une phase d'apprentissage. Répétition sur le terrain, répétition mentale. C'est laborieux, mais c'est indispensable. D'accord? Et là, on est vraiment dans une collaboration préparateur physique, entraîneur, préparateur mental. Encore une fois, le préparateur mental, il délivre un tableau vierge et le contenu appartient à l'athlète et à l'entraîneur. Donc là, on est dans une logique de développement. Ensuite, l'idée, c'est de passer à une imagerie de performance. Donc là, on va changer de registre. Et on va passer à des entraînements sous contrainte, qu'on a évoqué tout à l'heure. Mettre les joueuses en situation réelle. Mettre les joueuses dans l'exécution également à vitesse maximale. Et là, elles n'ont pas le temps de réfléchir au tableau. Ça a été, alors il y a toujours une phase de flottement, parce qu'on ne va pas attendre que ce soit totalement acquis avant de passer aux entraînements en situation de contrainte. Mais, progressivement, il y a moins d'hésitation, ça devient de plus en plus un mécanisme de réflexe, et la fiche a évolué. La fiche, par exemple, se résume en 3 mots. Quand je suis plaqueuse, je veux orienter. Ça veut dire quoi, orienter? Ça veut dire que plaquer intelligemment, c'est amener l'adversaire dans les pieds de ma partenaire. Si ma partenaire est là et que je veux mettre un gros tampon et que je renvoie l'adversaire en arrière, mais dans les pieds de l'adversaire, je perds le ballon. Donc ça demande quand même une certaine réflexion. Et sur la répétition, déjà, alors je ne peux pas orienter tout le temps. Parfois, en m'accrochant, j'arriverai à faire tomber, mais on va subir. Si je peux orienter, il faut que ce soit mon intention. Je suis au sol, et là ça va vous parler, préparateur physique, à la fois cette vitesse à travailler de réaction pour se relever, mais vous l'avez dit, l'intention de se relever. Si je n'ai pas l'intention de me relever, vite, je ne me relèverai pas. Et enfin, ce mot
hein, ou quelque part, je suis utile. S'il faut accrocher un maillot, s'il faut me mettre, voilà, en restant dans la règle, je vais être dans cette capacité à pouvoir annuyer l'attaque. Voilà. Et si j'ai récupéré le ballon, c'est tant mieux. Donc l'idée, pour résumer, c'est de se dire, c'est compliqué. D'abord, il faut construire. D'accord ? Alors, si on arrive à construire, dès les écoles de sport, en milieu scolaire, déjà des représentations qui vont nous servir pour toute notre vie, ça nous donnera un avantage. Parfois, on est obligé de le construire en revenant un peu en arrière. Comme vous le faites par rapport à la motricité, on s'aperçoit également qu'il y a un décalage entre la représentation que j'ai de mon corps et ce que j'exécute. Et là, ça ne peut pas aller, sinon l'imagerie mentale, elle est faussée. Donc on va faire ce petit travail rééducatif un peu à travers ces techniques qui peuvent être inspirées après de techniques comme la sophrologie ou autres, mais qui sont adaptées au sport. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Il faut que tout nous ramène à cette logique du geste qu'on va pratiquer. Ensuite, il y a cet entraînement permanent par séquence qui va me faire prendre conscience. D'accord ? Je ne l'ai pas développé, mais je dis aussi, l'émotion qui va être véhiculée pendant les entraînements va avoir un rôle fondamental dans l'ancrage aussi. Je me fais insulter tout l'après-midi, je ne vais pas retenir des bonnes sensations. Ce renforcement positif, juste, cette capacité à être dans la bonne humeur, elle va nous permettre également de mieux mémoriser. Tout ça, ça fait partie de ce bloc d'apprentissage. Et ensuite, ça ne sert à rien de se répéter le geste idéal si je ne le mets pas en situation de compétition. Parce que la vérité, c'est la compétition. Et là, cette capacité à pouvoir aller même dans de l'imagerie mentale, évoquer des craintes, des possibilités d'être contrarié. Pourquoi ? L'évocation des craintes va me permettre justement de mieux me préparer. Et là, on rentre dans une autre dimension, de se dire que finalement, il peut y avoir des situations exceptionnelles que je n'ai peut-être jamais rencontrées, mais si je suis clair avec ce que j'ai décidé, je vais m'approprier quelque part une force intérieure qui va me permettre ensuite de, comme je ne me questionne pas sur moi, m'adapter. Vous voyez toute cette complicité de la construction jusqu'à la mise en situation. Et bien sûr, comme les expérimentations qui ont été faites en situation de compète sur le plan physique, nous, on va se servir aussi des compétitions pour valider ce qui a été mis en place, ou pour corriger. Et là, c'est la boucle. On est en perpétuel travail mental. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez rapide pour vous illustrer tout ça. Je laisse la parole à Henrik et on échangera tout à l'heure si vous avez des questions.